Je vois. Tout prend fin en 95. Et rien de bien ne sera créé après l'an 96. Mais la profanation de cadavres sera perpétuée, année après année. Vous croyez en la divination? Eh bien pas moi, c'est pour ça qu'on va s'intéresser à quelques petits trucs. C'est peut-être qu'une impression, mais il me semble que les animés de mecha c'est plus spécialement hype. Quand bien même certains restent de grandes masterclass comme Evangelion, Gurren Lagann, Getter Robo. Ratatouille. Revenons donc à l'époque où les mechas c'était hype, avec un animé un peu moins connu mais quand même. Bref, Tenku no Escaflowne, la série, pas le film. Et si vous le regardez, regardez la série, pas le film. Et sinon les mangas, parce qu'il y en a plusieurs, on va pas vraiment s'y intéresser puisque en fait c'est même pas la même histoire. Donc on va rester sur la série originale, l'animé. J'ai quand même lu le manga principal, et il est cool. Clairement un peu hors sujet pour ce qui m'intéresse aujourd'hui, mais très cool quand même. Contrairement au film qui, au-delà de n'avoir aucune utilité pour cette vidéo, est médiocre. Et devine à quoi on va s'intéresser? Le super saut de l'épisode 5. Pas du tout. Ok, on va s'intéresser au super saut de l'épisode 5. On va bien sûr s'intéresser à sa faisabilité, tout ça, mais on va aussi essayer de voir ce qu'on peut faire avec, pour une fois, un bon vieil animé pur 2D de l'époque. Et entre nous, je pourrais commencer en utilisant ce plan pour mesurer et tout. Mais c'est l'occasion de faire un truc bien plus cool. Utiliser la perspective via ce plan. Cependant, comme toujours, avant de mesurer quoi que ce soit, il nous faut une mesure de référence. Lors du premier épisode, on est encore au Japon, parce que oui, au fait, c'est un isekai, mais un isekai avant que le sous-genre existe, donc c'est pas l'histoire d'un salariman raté qui se fait écraser par un camion pour réaliser ses fantasmes ou que sais-je. Bref, lors du premier épisode, on est encore au Japon, je disais, et je pourrais donc m'emmerder à prendre un élément random pour estimer la taille d'Hitomi. Mais en fait, elle a une taille officielle, elle et les autres personnages, of course. Moi c'est Hitomi, du lycée Kamakura Kita. 1m60 de dynamisme, d'énergie, de positivité. 44 kg, mais ça vous regarde pas. Je suis une super athlète, 5m40 au saut en longueur, 13 secondes au 100 mètres. Et je peux aussi lire le futur dans les cartes. Bref, une lycéenne normale des années 90. Bref, notons-nous donc que Hitomi mesure 1m60, que Merle mesure 1m50, et c'est parti... Enfin non. Par souci de véracité, j'ai évidemment voulu vérifier ces valeurs. Et étant donné que j'étais concentré sur la scène du saut, j'ai pris un plan de cette scène pour constater que les proportions ne sont pas respectées. Super. Si on part du principe que Hitomi mesure bien 1m60, Merle ferait ici 1m36, et inversement, si on part du principe que Merle fait bien 1m50, Hitomi ferait 1m77. Donc, je garde les valeurs officielles et on reparlera de ça plus tard. Petite parenthèse mesure, le robot fait apparemment 8,2 kosta, sachant qu'un kosta est égal à 0,987 mètres. Donc autrement dit, le robot fait 8,09 mètres. CF le bouquin Memory of Gaia. Et oui, c'est chiant pour rien, mais en même temps c'est honorable puisqu'ils ont inventé cette unité de mesure expressément pour leur univers, creusant ainsi les subtilités de leur monde et établissant un peu mieux les différences entre la Terre et la planète Gaïa. Bravo, fin de la parenthèse. Pour en revenir à mon saut, je vais maintenant prendre la taille d'Hitomi et calculer la hauteur de ses chaussettes. Parce que, étant donné le plan qui m'intéresse, je peux pas vraiment utiliser la taille d'Hitomi directement. Et sachez que la hauteur de ses chaussettes d'un plan à l'autre est surprenamment consistante. J'avais mesuré en priorité sur un artwork en pensant qu'il serait plus soigné, mais finalement en refaisant les mesures ailleurs, j'ai trouvé des résultats similaires, ce qui me procure une étrange satisfaction. Sachez donc que ces chaussettes sont montées d'environ 27 cm et demi. Faites ce que vous voulez de cette information. Rien.
Quoi qu'il en soit, je vais enfin pouvoir m'intéresser à cette perspective. Et qui dit perspective dit point de fuite. On voit facilement qu'il est plus ou moins au centre de l'image, mais en cherchant un minimum, on trouve quelques lignes qui nous permettent de le placer précisément. En l'occurrence, les belles lignes droites du garage. Et ces 3 lignes, une fois prolongées, se croisent parfaitement, même si le point de fuite se trouve être sur Merle, elle-même alignée au loin derrière Hitomi. Et autant il y a de super méthodes pour calculer les distances projetées, autant c'est vraiment pas pratique quand ta mesure de référence masque ton point de fuite, comme Doom masque son propre lore. À moins que, au contraire, ce soit très pratique. En fait, je pensais pas, mais c'est même d'une praticité folle, car la nature est incroyable et figurez-vous que la taille d'un objet au loin est inversement proportionnelle à la distance. Ou si vous préférez, la taille perçue, c'est la taille réelle divisée par la distance. Ce qui est fantastique. Vive la nature. Et tout de suite, la démo. Du coup, Merle fait en réalité 1m50 selon les sources officielles, et vu de loin, elle mesure quasiment 8 cm, merci aux chaussettes d'Hitomi. Bref, on obtient donc la distance de saut en divisant la taille réelle de Merle par la taille qu'elle semble avoir au loin, autrement dit 1m50 divisé par 8 cm, 18,22 mètres. Oh mon dieu! Enfin, techniquement, Merle est à 18 mètres de nous, pas d'Hitomi, donc la distance qui les sépare en réalité est d'environ 17 mètres, puisque Hitomi n'est même pas au bord de la plateforme. Ce qui n'est pas si important, puisqu'en vrai on pourrait même dire que c'est 15 mètres, ça resterait tout aussi absurde que ça en a l'air. Alors, oh mon dieu, quand même. Ok, la façon dont est animé le saut et le temps qu'elle passe en l'air sont absurdes, mais je ne peux admettre qu'Hitomi fasse au calme un saut en longueur de 17 mètres. Du coup, j'ai fait ce qu'il faut toujours faire, enfin, au moins quand c'est possible, j'ai tout recommencé mais autrement. Cette fois c'est moins intéressant mais c'est plus simple, on prend ce plan que j'avais montré tout à l'heure, on compte les pixels pour Hitomi, on compte les pixels entre le départ et l'arrivée, boum, produit en croix, ça fait 9 mètres et hop, j'ai juste envie de crier. Bon, trouver une différence, c'est normal, mais trouver la moitié, comment dire, ok, revenons en arrière. Au départ, j'ai vaguement souligné que les tailles de Hitomi et Merle n'étaient pas vraiment proportionnelles, ou plutôt pas comme elles devraient l'être. Mais du coup, en choisissant de recalculer nous-mêmes la taille de Merle, on aurait obtenu une distance de saut de 16 mètres en utilisant la perspective, ce qui dans notre contexte ne change rien, et pour l'autre plan, on aurait évidemment trouvé pareil car on n'a même pas utilisé la taille de Merle. Du coup, j'ai pas trop le choix, et l'explication est évidente, je demande clairement trop de précision à des dessins faits main, et en temps sûrement trop limité par des animateurs assurément pas assez payés. Ceci dit, maintenant qu'on est là, regardons au moins notre meilleure valeur. De toute évidence, 16, 17 mètres ou ce que vous voulez, c'est plus que surréaliste, mais est-ce que 9 mètres c'est ok? Alors, sachez que le record du monde de son longueur, c'est un américain qui l'a, Mike Powell, avec un saut des plus impressionnants à 8,95 m. Mais au-delà du fait que Hitomi ne soit qu'une lycéenne et non pas champion du monde de son longueur, il y a quelques trucs que t'es obligé de faire pour atteindre de telles distances. Par exemple, projeter tes jambes en avant pour pousser un peu plus et surtout optimiser ton airtime. Mais non, Hitomi elle en a rien à foutre, elle saute tellement loin et haut qu'elle arrive debout tranquille. On parlera même pas du fait que le record côté féminin détenu par Galina Chistakova soit lui de 7,52 m. Heureusement, on a éventuellement une chance car il existe un moyen facile de tricher en saut en longueur, le vent favorable. En l'occurrence, le record mondial a déjà été dépassé mais avec un vent trop favorable pour être comptabilisé. Question d'équité, tout ça. Ici on s'en fout, mais pour le coup il lui faudrait un vent sacrément énervé et la bénédiction de Hang car déjà son airtime est de 9 secondes 24 et rester en l'air pendant 9 secondes c'est déjà insane. Ça implique une vitesse moyenne de 3 km/h sur la durée de son saut, ce qui donne ça. Mais après tout, pourquoi chercher à aller le plus vite possible pour optimiser son saut? Là, c'est évidemment beaucoup mieux puisque en l'air, on tombe. En l'occurrence, avec son saut, elle compense la gravité qui, sur 9 secondes, donne plus de 400 mètres de hauteur à compenser, le tout avec un angle de saut super faible. Parenthèse, on peut naturellement admettre que la gravité de Gaïa est la même que sur Terre, grâce à Hitomi, qui après tout a vécu toute sa vie sur Terre, donc elle aurait tout de suite senti une potentielle différence, ce qui ne fut aucunement le cas, donc voilà, fin de la parenthèse.
Bref, y a rien qui va. Je pourrais prendre un élément, me dire qu'il est accurate et vérifier les autres, mais chacun contredit le reste, donc non. D'où ce que je disais tout à l'heure, tout ce qui peut la sauver, c'est un vent favorable. Que dis-je? Une tempête favorable. Sauf que, en vrai, non, parce que, 1, il y a clairement aucun vent dans ses cheveux, et surtout 2, vu l'architecture environnante, un vent violent serait juste une punition balayant notre pauvre lycéenne. Maintenant, pour être honnête, j'ai volontairement supprimé le début de la scène. Il doit y avoir 5 ou 6 mètres. Et du coup, si c'est effectivement 6 mètres, bah l'animé déjà a de sérieux problèmes de proportion, mais le saut est faisable. Clairement pas facilement non plus, mais faisable quand même. Quoique pas avec un airtime de 9 secondes non plus, faut pas déconner, c'est une lycéenne, pas un planeur. Mais du coup, quoi conclure? L'explication la plus probable et sensée, serait de dire que cette scène se passe dans la matrice. Et notre chère lycéenne élue déforme jusqu'au concept même d'espace-temps. Ceci dans le but de mettre un peu de tension, tout ça, même si, avouons-le, le truc du « oh là là, est-ce que ça va passer ?» il y a vraiment que dans les comédies que ça passe pas. Heureusement, l'anime est sorti en 96, donc je comprends. Parenthèse, oui, l'explication méta, c'est de dire qu'on est sur un média d'animation, les images sont au service du propos, et donc on déforme volontiers certains éléments pour mettre de l'emphase par-ci par-là. Sauf que bon, dans cette émission, j'ai pas trop envie de m'attarder sur les explications méta, parce que, simplement, c'est pas très amusant. Fin de la parenthèse. Bon, en fait, tout ça, on s'en fout, parce qu'à la base, moi, je voulais m'intéresser... Le pendentif qui mesure les secondes. Non, toujours pas. C'est mon porte-bonheur. C'est un souvenir que je tiens de ma grand-mère. Et lorsqu'on le fait se balancer, c'est comme une petite horloge. Une oscillation égale 1 seconde. Ok, si on va s'intéresser à ce pendentif, on va même le tester. Salut les loulous, aujourd'hui on va tester ça. C'est de la merde, voilà, à demain, allez. Ça marche pas. Évidemment que ça marche pas. Mais j'ai quand même une explication, bien évidemment. Voici ce que donne le mouvement du pendentif, que l'on peut évidemment assimiler à un pendule et dont l'équation du mouvement la plus simple est donc ainsi. θ étant l'angle du pendule, L la longueur du collier, T le temps et G la constante de gravité. J'ai donc mesuré l'angle à partir de ce même plan du mouvement, la longueur à partir d'autres plans en utilisant Itomi, et la gravité, à ce moment-là on est sur Terre donc c'est 9,81. Je mets tout ça dans la formule et boum, le temps d'une oscillation est donc d'1 seconde 0,4. Ce qui est un bon début puisque 1 seconde ou 1 seconde 0,4, dur de faire la différence en conditions réelles. Le problème c'est que, comme chacun sait, le pendule est un système pseudo-oscillatoire ou pseudo-périodique. Ce qui signifie que les oscillations sont décroissantes. Et d'accord, les premières oscillations peuvent sembler un peu consistantes, mais je dis bien les premières oscillations parce que après ça s'effondre lamentablement, pour des raisons évidentes de gravité ramenant constamment notre pauvre collier vers le centre. Pourtant dans la scène qui m'intéresse, ils vont quand même jusqu'à 16. Ce qui est énorme. Et pas de commentaires sur le fait qu'à partir de 6, ce soit hors caméra. Mais, comme je l'ai dit, j'ai bien entendu une explication. Dans un contexte neutre qui ne serait pas biaisé par un scepticisme, un besoin d'expérimentation ou autre, on va souvent avoir tendance à faire des micro-mouvements de la main pour accompagner le mouvement du pendule. Et donc, on va, même sans faire exprès, par réflexe, soutenir son mouvement et compenser sa perte d'énergie. Ainsi, ça peut durer des heures. Mais ce n'est pas tout, car on peut rajouter par-dessus les effets psychologiques, ceux du type « j'ai envie d'y croire, donc je vais y croire ». Genre biais de confirmation ou même pensées désidératives, qui ne vont faire qu'encourager ce type de mouvement réflexe ou d'éventuelles approximations dans le décompte des secondes. Sachant qu'on a déjà un bon angle de départ, au final, la magie opère malgré tout. Bref, le vrai sujet qui m'intéressait à la base, et ce pourquoi j'ai choisi Escaflowne pour un théorème, c'est La Voix du Tarot par Alexandro Jodorowsky. Ok, contexte. Au-delà d'être un animé avec des mechas, Escaflowne a pour thème principal le destin.
dans ses concepts et définitions les plus larges et flous possibles. Du coup, Hitomi, en plus d'être une grande sportive, elle est très tournée vers tout ce qui est voyance. Ça tombe bien, car en japonais, Hitomi peut vouloir dire pupille. Le saviez-tu? Elle a un pendule, ça on a vu, mais notre chère lycéenne ne se limite pas à ça. Elle peut voir les mechas invisibles, elle a des visions du futur et elle tire les cartes de tarot. Maintenant, il n'y a que 2 types de personnes. Celles qui n'ont pour image du tarot que celle de la voyante qui prétend pouvoir lire ton avenir, et les autres. Mon problème, c'est que la première catégorie semble très majoritaire. On les retrouve pas mal dans nos jeux vidéo, mangas et animés, comme ici. Ceci dit, en réalité, outre le tarot divinatoire, il existe le tarot psychologique. On va pas entrer dans tous les détails parce que je compte surtout m'intéresser à Escaflowne, mais autant le divinatoire tout le monde connaît, on mélange les cartes et on pioche en demandant ce qu'on veut. Dans les plus classiques, on a passé, présent, futur, mais il y a des milliards de tonnes de variantes, souvent pour connaître sa situation amoureuse, familiale, professionnelle ou que sais-je. Et selon tout ça, chaque carte a une signification, dépendamment d'où elle est placée, et parfois même une signification contraire si elle se trouve inversée. Par contre, le tarot psychologique consiste plus à prendre une carte et décrire ce que tu y vois, ce qu'elle t'évoque et ce qu'elle représente pour toi. Un peu comme le truc avec les tâches là. Mais du coup, sachez-le, les cartes de tarot sont incroyables. Il y a plus de symbolisme dans une seule carte que de l'une dans Super Mario Odyssey. D'ailleurs, quand on s'y intéresse un peu, toute autre version du tarot paraît cruellement fade. CF la voix du tarot. Et PS, il n'y a pas de carte la mort dans le tarot originel, c'est une carte sans nom. Si elle vous évoque la mort, c'est une autre question. Bref, revenons à Hitomi. Elle, c'est le tarot divinatoire et c'est tout. Je lance donc ma superbe imprimante à sophisme, au cas où, mais il n'y a vraiment pas de raison que ça se passe mal. Donc, quelle lecture nous fait Hitomi ? Eh bien, sachez qu'elle tire les cartes selon la méthode dite de la croix celtique, qui peut se faire avec l'entièreté d'un deck de tarot, mais étant donné que les arcanes mineurs n'existent pas dans la série, on se contentera des arcanes majeures. Et ça marche comme ça. Une première carte pour le présent, par-dessus une seconde pour les problèmes et obstacles, ensuite de chaque côté le passé et le futur, puis viennent des cartes que l'on nomme respectivement haut et bas, un peu abstraites mais correspondant plus ou moins respectivement aux objectifs et à l'inconscient. Voilà qui forme déjà notre croix, mais vient ensuite s'ajouter une colonne de 4 cartes avec de bas en haut conseil, environnement et autres influences extérieures, espoir et crainte, et enfin dénouement. Ainsi, vous n'avez qu'à interpréter chaque carte selon son emplacement, et voilà, les connaissances s'offrent à vous, j'imagine. Dans notre cas, Hitomi effectue ce tirage, mais un peu à sa façon. Déjà, elle ne place pas les cartes dans l'ordre cité précédemment, ce qui change donc absolument toute la prédiction. Et elle les interprète, mais que quand elle est décidée. Parfois, elle place toutes les cartes avant de commencer sa lecture, et parfois seulement la moitié, ça dépend. Bon, admettons. Après tout, ce monde a peut-être des règles légèrement différentes des nôtres, et comme on ne nous les explique jamais, on va simplement admettre qu'elle fait tout bien. Remarquons quand même que les cases 2, 3, 4 et 10 ont les mêmes significations que celles que j'ai expliquées. Pour les autres, on n'a pas vraiment assez de matière dans la série pour le confirmer. Cependant, concernant les cartes en elles-mêmes, quelques différences notables sont à relever. Déjà, vu qu'ils ont voulu pousser l'imagerie et la symbolique de tout ceci, chaque épisode est associé à une arcane majeure, comme chaque partie de cette vidéo. Ce qui nous fait donc déjà 26 arcanes majeures, vu qu'il y a 26 épisodes, contre 22 en réalité. Et encore, son deck change tout le temps. Déjà sur les plans larges, on voit clairement des silhouettes de cartes qui ne correspondent à aucune carte connue, et j'ai cherché. Bien évidemment, ces cartes n'apparaissent donc jamais en gros plan, mais je dirais qu'elles jouent un rôle de meublage. C'est-à-dire on dessine bien le nombre de cartes nécessaires, donc 10, mais comme on est animateur et pas tireur de cartes, on va pas placer n'importe quoi, alors autant mettre quelque chose de flou non reconnaissable et qui ne peut donc littéralement pas créer d'incohérence dans la lecture faite par Hitomi. C'est malin, même si j'aurais adoré les voir pousser le niveau de détail à ce que toutes les cartes soient pensées, y compris celles dont on ne parle pas. Bref, autre chose, il y a dans le tirage de l'épisode 1 une carte que l'on ne reverra jamais, mais dont on aperçoit au moins le nom et elle ne figure pas parmi les 26. Puis, il y a un autre tirage ultra étrange, celui de l'épisode 10. Déjà, il y a une autre arcane majeure que l'on ne reverra jamais ailleurs, ce qui nous mène donc à 28.
mais c'est également le seul tirage où apparaissent des arcanes mineurs, des sortes de lapins, des sortes de cygnes et des sortes de dragons, contre des épées, des coupes, des bâtons et des deniers en réalité. Mais pourquoi pas, c'est leurs équivalents à eux, ça me va. Le truc réellement choquant, toujours dans ce tirage, c'est plutôt ce qui suit. Une carte Joker, qui est tirée parce que, je cite, « J'ai oublié de l'enlever du jeu. » Mais surtout, désolé, mais il n'y a pas de carte Joker au tarot. C'est vraiment un tirage super étrange comparé aux autres, le seul avec un Joker, le seul avec des arcanes mineurs et également le seul avec 7 cartes. Tout ça jamais vu auparavant et qui ne sera jamais revu après, pour une scène de 30 secondes même pas. Autrement dit, je vais me permettre d'ignorer ce tirage. Il ne me paraît ni intéressant ni pertinent et surtout il ne me paraît vraiment pas représentatif. On va juste retenir que le deck d'Itomi, bien qu'ayant des similitudes, ne correspond pas parfaitement à un deck de tarot réel. J'ai donc récupéré les 2 scènes exploitables où Hitomi tire les cartes, et commençons par celle de l'épisode 5. Une séparation. Cette carte indique une famille désunie. Cette carte, il giudizio. Tu seras peut-être confronté à ton père dans un futur proche. Mais ton passé te harcèle et à cause du ressentiment, tu risques de... Et cette carte, Je te remercie, Tommy. Ça suffit. On ne va pas entrer dans le lore de la série, mais ici elle tire les cartes pour Allen, un personnage important, et ça sert aussi un peu d'excuse pour dévoiler le dur passé de ce personnage. D'ailleurs, lui il s'appelle Van, faites ce que vous voulez de cette info. En tout cas, l'enrobage est assez sympa. Enfin là, c'est simplement un extrait, mais quand on est bien dedans, on se laisse porter et on a envie d'y croire. Cependant, si on reste lucide, elle lui dit globalement 3 choses. 1. Qu'il y a une séparation dans sa famille. 2. Que son passé le harcèle. Et qu'il y aura une confrontation avec son père dans le futur. Ok. Est-ce que vous connaissez l'effet Barnum ? C'est quelque chose de très simple mais très efficace, c'est un biais cognitif nous incitant à interpréter quelque chose de flou comme correspondant spécifiquement à soi. Ce qu'on retrouve dans les horoscopes ou les tests de personnalité, entre autres. Généralement, on l'associe assez facilement avec la divination également, mais ici nous sommes dans un univers de fiction, alors rien ne force la divination à rester dans la supercherie. Je dirais même que si la divination doit fonctionner quelque part, ça ne peut être que dans la fiction, pour des raisons évidentes de script. Donc, regardons nos 3 lectures précédentes. Je sais pas vous, mais j'ai l'impression que c'est très facile pour globalement n'importe qui de trouver un membre de sa famille avec qui on vit une sorte de séparation, que ce soit physique ou morale. Et j'ai l'impression que c'est également très simple de trouver quelque chose dans son passé qu'on a du mal à laisser derrière et qui nous hante. En tout cas, moi j'en ai plein, laissez-moi tranquille. Il nous reste donc une prédiction, peut-être plus intéressante, notamment car elle semble plus précise en citant plus spécifiquement le père. Sauf que cette annonce vient après celle sur la séparation familiale, et entre-temps, on a dit que cette séparation concernait surtout le père. Je ne me trompe pas. Ta sœur a disparu. Et ta mère est morte à cause de ton père qui... Vas-y, tu peux continuer. Donc, puisque ça a été aiguillé auparavant à travers la discussion, parler du père, c'est plus du tout une prédiction qui vient purement des cartes. C'est même assez naturel de se dire que cette rupture familiale, causée par le père, peut mener à un conflit avec ce dernier. J'ai pas besoin de cartes pour le supposer ça, donc franchement ce tirage c'est du pur effet Barnum, sans débat possible, ça marche sur moi autant que sur Allen, autant que sur d'autres personnes. Tirage suivant. Épisode 12, Hitomi fait une lecture au Petit Prince pour lui remonter le moral. Et c'est une info importante, on en reparle dans 30 secondes. L'empereur. La justice. Vous n'avez pas à vous inquiéter, votre puissance ne va pas cesser de croître et beaucoup de gens vous soutiendront. C'est vrai. Celle-là, c'est la roue. Pour y parvenir, il faudra être fort car le chemin sera long. Oh, mon Dieu. L'impératrice retournée. Les amours adultères. On retrouve encore globalement 3 infos. 1. Une croissance de pouvoir à venir. 2. Un chemin cependant long et difficile. Et 3. Un adultère. On va commencer par le dernier point, ça va être rapide. C'est utilisé pour amener une révélation familiale, même si en vrai un autre personnage le découvre en même temps en lisant un journal intime. Mais dans le cas d'Hitomi, alors qu'elle fait sa super lecture, elle a eu 7 visions. Oh. Mais qu'est-ce que c'est? Allen, pourquoi ces visions?
Alors, ok, on va faire un petit test. Ça, c'est le prince. Elle, c'est la mère, mais on s'en fout. Lui, c'est censé être son père. Et voici Allen qui flirtait avec la mère dans la vision. Alors, lequel des deux est le père du petit ? C'est pas que j'ai la flemme de calculer les probabilités que ce type est un enfant blanc aux yeux bleus, mais de toute évidence, la bonne réponse on la connaît tous. Regardez-les. Je veux bien qu'il ne vienne pas naturellement à l'esprit le fait de douter de qui sont les parents d'un gosse qu'on vient de rencontrer. Mais elle a littéralement eu la vision. C'est la vision qui fait tout et... Moi je suis pas contre le fait qu'elle utilise ses pouvoirs. Mais dans un monde où je veux la voir lire des cartes de tarot, c'est nul, c'est 0. Maintenant... Bon... Franchement, entre nous, vous êtes face à un prince, un enfant, et vous devez lui prédire son avenir. Naturellement, vous lui dites quoi ? Que s'il veut devenir employé chez McDo, c'est ok, chacun ses passions, on ne juge pas ? Non, vous lui dites qu'il va devenir roi, que ce sera super, tout particulièrement dans le contexte de la série. Parce que bon, de nos jours, je veux bien imaginer que certains viendraient quand même lui dire de faire parler son cœur et de développer ses passions, tout ça. Mais nous sommes au Japon dans les années 90, donc restons dans le bon contexte, restons cohérents. D'autant plus... Comme je l'ai dit, elle a proposé de lui faire un tirage pour lui remonter le moral. Alors bien évidemment qu'elle va lui dire que son futur est super. Son futur ainsi que celui du royaume. Ensuite, comment dire ? Franchement, le coup du « oh, ce sera un chemin long et difficile », on peut le mettre dans un top 5 des phrases bateau qui n'aident absolument personne. Juste après, l'important c'est de participer et « non mais c'est pas toi le problème, c'est moi ». Long et difficile, ce sont deux adjectifs qui marchent littéralement pour n'importe quoi. La vie, c'est long et difficile. Trouver du travail, c'est long et difficile. Arriver au bout de la saga Twilight, c'est long et difficile. Hitomi, t'as bien de la chance que ce gamin-là, il a l'air ultra simple et crédule. Parce que bon, avec Van, ce serait pas passé tes conneries. Avec eux, je peux tout savoir sur l'avenir. Parce que tu crois vraiment que tu peux voir mon destin là-dedans ? Mais... Finalement, Hitomi utilise 3 choses pour ses lectures. L'effet Barnum, les déductions logiques et... ses pouvoirs autres. Donc autrement dit, tout sauf les cartes de tarot, ce qui est réaliste je suppose, mais alors, par quel hasard ne se trompe-t-elle donc jamais ? Même si elle ne prend pas énormément de risques et qu'elle a de sacrés pouvoirs pour la soutenir, est-ce que ça la rend infaillible ? Eh bien... Une grande séparation. Pourquoi ? Amano va partir, je ne le reverrai plus. Ça, c'était le tirage du tout premier épisode. Amano va partir. Oui, bien joué Hitomi, même si en vrai ta copine te l'a dit quand vous rentriez de l'école, à savoir 2 heures avant max. Hitomi, j'ai entendu des élèves en parler, ils risquent de partir à l'étranger. Très rapidement. Mais au-delà de ça, cette séparation fait évidemment référence au fait qu'Hitomi va être transportée dans un autre monde le soir même. Ce que, bizarrement, elle n'a pas du tout interprété le moins du monde. On peut alors se dire qu'elle a juste mal interprété parce qu'elle était trop préoccupée par Amano. Alors que, le message était bien dans les cartes malgré tout. Donc, autrement dit, la divination ça marche super bien, du moins si on parvient à déchiffrer correctement. Mais non. Penser de la sorte, c'est rester encore et toujours dans les biais de validation, et la recherche d'excuses. Il semblerait plutôt que, simplement, on peut interpréter tout ce qu'on veut, comme ça nous arrange. Et... oui, notre cerveau peut rendre ça crédible en assemblant lui-même les informations en sa possession pour en faire des déductions logiques. Mais le fait qu'ici elle n'aille pas plus loin que ce que lui a raconté sa pote juste avant, parce que qui ne peut ne serait-ce qu'imaginer sérieusement que toute sa réalité va s'effondrer du jour au lendemain ? Le fait qu'elle n'aille pas plus loin ici, spécifiquement ici, c'est pour moi la preuve absolue que les cartes ne donnent pas davantage d'informations que ce que l'on peut en deviner nous-mêmes. Ce qui signifie aussi que... qu'elles n'ont aucune utilité. Si ce n'est placebo parce que ça met une ambiance et on peut trouver ça cool. Alors, comment on fait pour prédire l'avenir ? Eh bien, comme pour la météo, on observe tout, vraiment tout, chaque particule et son comportement pour savoir ce qu'elle va faire et surtout comment elle va interagir avec les autres. Ce qui, d'accord, est impossible pour un misérable être humain, mais en un sens on peut prédire l'avenir, parce que rien n'est aléatoire. Vous avez sûrement quelqu'un avec qui vous êtes très proche. Votre copain, votre copine, des amis, de la famille, qu'importe, je m'en fous. Et vous savez pertinemment que si vous lui dites telle phrase, il ou elle va réagir de telle façon. Pas que vous pouvez prédire l'avenir, mais simplement vous avez toutes les données pour comprendre et anticiper le déroulé logique des événements.
Dis, Ouais. tu ferais quoi si t'étais riche, genre super riche? Bah, j'irais au McDo, je prendrais une frite, un coca, un Big Mac, et la meuf, elle me dirait, bah, prenez un menu. Et moi, je lui dirais, bah non, je suis riche. Pareil, lancer un dé, ça semble aléatoire. Mais en fait, non, toujours pas. Parce que, rien n'est aléatoire. Nous n'avons pas les capacités, certes, mais si nous connaissions avec une certaine précision la force du lancer, sa hauteur, son angle, etc., on pourrait alors calculer la réaction du dé et donc son résultat. Même si, quand je parle de connaître avec une certaine précision, ce serait évidemment une précision monstrueuse, quasi infinie. C'est là que reviennent les cartes. Certes, maîtriser parfaitement un mélange, ça reste encore au-delà de nos capacités. Il faudrait pouvoir couper son deck avec précision à la carte près. Il faudrait également avoir l'esprit suffisamment vif pour retenir l'ordre des cartes et l'évolution au fil du mélange. Ce qui est chiant. Alors, y a qu'à contourner. L'avantage des cartes, c'est qu'il existe des tonnes et des tonnes de techniques. Salut à tous les amis, aujourd'hui on va faire un tour de magie avec des cartes. Voici les cartes. Hop là. Choisis-en une, n'importe laquelle. Mémorise-la bien et ensuite remets-la n'importe où dans le paquet. Hop. Tu l'auras deviné, je vais deviner ta carte, la retrouver et te la ressortir. Hop là. Hop là. Le paquet est bien mélangé. Je détecte ta carte, j'analyse. C'est celle-ci. Oui. Bref, on s'éloigne un peu du sujet. Revenons à Hitomi. Même si l'on ne compte que 26 cartes dans son deck, ça nous fait plus de 10 puissance 13 dispositions possibles en croix celtique. Aucune chance qu'elle tombe à chaque fois sur la bonne. La seule excuse qui pourrait donc persister, c'est celle du destin. De se dire que tout est déjà écrit et prédéterminé. Si vous y croyez, ok, pas de problème, c'est pas vraiment la question. En tout cas, dans Escaflowne, ça ne s'applique pas. Parce que Hitomi a des visions du futur, et clairement ce futur, ils font en sorte de le changer. Ils disent non au destin, et le destin, il baisse les yeux. Théorème. Hitomi peut sauter entre 5 et 17 mètres de longueur, et elle baigne totalement dans les biais de validation. Ou alors, c'est juste une incroyable mythomane. Puis bien sûr, rien n'est aléatoire, le futur est totalement prévisible. En théorie. Parce que, c'est impossible pour un être humain, certes, c'est évident, mais c'est bien pire que ça. Il n'y a même pas de mots pour définir la quantité totalement absurde d'informations à acquérir et à traiter. Bon, c'est super sympa tout ça, mais si on y réfléchit une seconde, s'il y a bien un perso de Escaflowne qui doit pouvoir faire tout ça, plutôt qu'Hitomi, ça devrait être le robot. Certes, ce serait pas vraiment la même ambiance, mais si vous voulez, on peut y mettre les formes. On arrive à la fin de la vidéo. Et à vrai dire, je commence à comprendre un peu. Pourquoi le tarot divinatoire, même en fiction, c'est pas intéressant. Déjà, il est terni par son image réelle, alors souvent on y préfère directement les visions, ça fait plus sérieux. Réfléchissez-y et voyez comment tous les personnages qui prédisent le futur le font parce qu'ils ont des visions. Ces visions sont généralement subies, comme si elles venaient d'une entité supérieure, ce qui leur donne beaucoup plus de crédibilité dans leurs œuvres respectives, alors qu'au contraire, un personnage qui lit les cartes, ou autre, ça nous renvoie en rang de basse croyance de notre monde. Ce qui, pour beaucoup,
moi compris, n'inspire donc pas tant confiance. Même si j'arrive à me dire que c'est un autre univers et que je ne dois pas le comparer au mien. Ensuite, le second problème de tout ce qui est divination dans la fiction, c'est que certes c'est facile à faire puisqu'on connaît le script, mais soit ça nous raconte réellement ce qui va arriver, soit ça nous montre ce qui pourrait arriver. Dans le premier cas, en fait ça n'arrive jamais, parce que pourquoi on viendrait gâcher sa propre œuvre? Pour qu'un récit soit impactant, il faut prendre le temps d'installer l'univers, les personnages, leurs relations, etc. Alors nous raconter l'histoire en résumé, même si c'est intradigétique, ça n'a aucun intérêt pour personne. Et le second cas, ça n'a pas beaucoup d'intérêt en soi non plus. Mais ça offre un objectif au personnage. Soit un but, un futur idéal à atteindre, ou, le plus souvent, une catastrophe future à éviter à tout prix. Et en l'occurrence, que ce soit de la divination ou un ultimatum du grand méchant, ça change pas forcément grand chose. L'intérêt d'une histoire réside évidemment dans le fait qu'on la suive, que l'on avance et que l'on écoute le déroulé qui nous mène à tel ou tel événement. Alors finalement, quand on y réfléchit, il est tout à fait naturel que la divination, ou plus largement toute potentielle prédiction de l'avenir, ait difficilement sa place dans la fiction. Ceci dit, le tarot peut lui avoir sa place dans la fiction malgré tout. Je sais qu'on pourrait croire l'inverse, mais je fais part ici de ma fascination pour le tarot. Une fascination qui me fait le défendre contre le tarot divinatoire. Oui, les cartes ne sont peut-être pas très belles, mais ce sont de vraies œuvres d'art. Tout a un sens dans leur construction. Les couleurs, les personnages, leur posture, leurs numéros, leurs noms, etc., etc. Au point que l'ensemble des différents éléments forment des cartes profondes de sens. Sans même parler des sens que les cartes peuvent avoir entre elles. Certes, ce sont des significations un peu datées, plus proches d'une société moyenâgeuse et des valeurs de l'époque, entre autres une certaine présence de la religion, mais un deck de tarot reste aujourd'hui encore une véritable œuvre d'art à mes yeux. Et ça reste cool d'utiliser son imagerie pour alimenter l'identité de certains éléments dans d'autres œuvres. C'est d'autant plus cool quand on ne se limite pas à la divination, comme dans Isaac par exemple, ou encore Sayonara Wild Hearts. Si ça vous intéresse d'en savoir plus et que vous ne voulez pas rester dans cette image de charlatan que peut avoir le tarot, commencez vraiment par ce livre. Un dernier petit truc, je tenais à rétablir la vérité. En fait, depuis le début de la vidéo, je dis Escaflowne, et c'est volontaire parce que je trouve ça plus joli, mais en vérité, ça se prononce Escaflowne, et je pense que tout le monde s'en fout, mais voilà, la vérité, et rien que la vérité. Salut! Never die.